Salut à tous les étudiants, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des exercices d'application des liaisons chimie et un exercice d'application de la théorème de Gauss. Donc, comment on appliquer la théorème de Gauss. Donc voilà, je vous souhaite une bonne concentration. Donc voilà le premier exercice dans la liaison chimique. Calculer, calculer le moment dipolaire de la molécule H2O. Deuxième exercice, ou bien deuxième question, déduire le pourcentage ionique. Donc la molécule, on va étudier la molécule H2O. Pour déterminer le moment dipolaire, il faut connaître la géométrie de la molécule H2O. Pour connaître la géométrie selon Gillespie, il faut déterminer l'OS. Donc d'après l'étude de H2O, O possède deux doublets libres. Donc elle écrit sous forme AX2O2. Donc selon la Gillespie, la théorie du Gillespie, on peut déduire que H2O se forme codie, ou bien se forme de V. La lettre V, ou bien il est codie. Avec un angle alpha de 104,5 degrés, la distance OH de la liaison c'est 45,7 picomètres et 1 dB en coulomb fois mètre est égal à 3,33 10 à la puissance moins 30. Donc il est très important pendant les transformations des unités. Donc on va commencer. Dans la molécule polaire, le barycentre des charges positives n'est pas confondu avec le barycentre des charges négatives. Donc, puisque on sait que la molécule de H2O est une molécule polaire. Voilà, il est utilisé comme un solvant. C'est une molécule polaire parce que le barycentre des charges positives, donc il est la charge positive, voilà, donc l'hydrogène possède sigma plus et l'autre symétrie c'est l'hydrogène sigma plus, le deuxième hydrogène c'est possède même charge sigma plus, donc le barycentre, ça veut dire le centre de ces deux charges existe au milieu. Donc le barycentre des charges positives n'est pas confondu avec le barycentre des charges négatives. Donc dans ce cas, on peut dire que la molécule H2O est une molécule polaire. Deuxième donnée, l'hydrogène moins électronégativité que l'oxygène. L'hydrogène est moins électronégativité que l'oxygène. Dans ce cas, le moment dipolaire de première liaison est dirigé de l'oxygène vers l'hydrogène. Ça veut dire vers le moins électronégativité. Donc on trace un vecteur de O vers H. On l'appelle P1. Même chose pour la deuxième vecteur, P2. Ça veut dire le moment dipolaire de la deuxième liaison. Donc total c'est quoi? C'est la somme des deux, P1 plus, donc P, le moment dipolaire résultant, c'est P égale à P1 plus P2. Donc on observe qu'il est suivi en X, donc on peut écrire le modèle P fois OX. On fait la projection de cette vecteur sur les axes. Donc premier axe c'est OX. Donc la projection de P, puisque P il est perpendiculaire à OX, donc est égal à Px. Donc Px égale à P1x, P2x. Donc on va calculer P1x. Donc la projection de P1 sur OX c'est P1x fois la P1x. Donc cet angle c'est alpha sur 2. Donc P1x c'est l'adjacent de l'angle. Donc on peut utiliser le cosinus alpha sur 2. Donc P1x égale à P1 cosinus alpha sur 2. Même chose, donc de la même manière pour le P2x, donc on trouve P2 cosinus alpha sur 2.
Donc finalement, puisque les liaisons sont les mêmes, sont symétries, ou bien sont les mêmes atomes, donc on peut écrire P1 égale à P2. On veut faire la somme et on trouve 2P1 cosinus alpha sur 2. Maintenant la projection sur Y, OY, donc P il est perpendiculaire à OY, donc leur projection il est nulle. Pour P1X, voilà, je fais P1X, je projette P1X sur OY, je trouve P1Y. P1, la projection de P1 sur OY, je trouve P1Y. Donc par rapport à l'angle, voilà, il est là, P1Y, c'est l'opposé. Donc l'opposé, j'utilise sinus. Donc P1 sinus alpha sur 2, moins P2 sinus alpha sur 2. Moins parce que P2Y, il est opposé à le sens de OY. Est égal à 0 parce que P, la projection de P sur OY égale à 0. Donc voilà, donc P égale à quoi? P, il est suivi OX, donc il est égal à PX. P égale à PX. Finalement, je trouve que P égale à PX égale à 2P1 cosinus alpha sur 2. Donc je calcule P1, l'application numérique, P égale à 2 fois, pour P1 égale à 1,51 dB, fois cosinus 104,5 sur 2. Donc finalement, je trouve 1,85 dB. On passe à la deuxième question, c'est le pourcentage ionique de la molécule. Donc le pourcentage ionique par définition, c'est le moment expérimental sur le moment ionique. Voilà le moment expérimental, ou bien le moment théorique. Sur le moment ionique, ça veut dire lorsque je considère les liaisons ioniques, fois 100. Donc PL sur P ionique fois 100. Donc P ionique, on va calculer. Donc P expérimental, c'est P calculé précédemment. Donc on va calculer P ionique. Donc on a déjà vu pour le moment dipolaire des liaisons ioniques. Donc P ionique égale à E fois D. E fois D. Donc égal à quoi? 1,610 à la puissance moins 12 fois la distance, et finalement je trouve 1,53 10 à la puissance moins 19 coulomb fois mètre. Donc avant d'utiliser cette expression, il faut transformer coulomb fois mètre en dB. Donc on va utiliser la relation précédente. Finalement, je trouvais P unique égale à 4,6 dB. L'application numérique va donner 40,2%. Exercice 2. Donner la représentation de Lewis. Donc, donner la représentation de Lewis des molécules suivantes. Donc, première molécule H2O2, pH 4, N2H5+. Donc on va commencer par H2O2. L'atome central c'est O. L'oxygène, donc Z égale à 6. 1s2, 2s2, 2p4, la configuration électronique. Donc l'atome d'oxygène possède 2 ou bien 6 électrons. Donc 6 électrons de valence. Donc on a deux oxygènes et 2 atomes d'hydrogène. Donc O lié à la deuxième oxygène. Donc chaque atome entouré de 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je liais les 2 atomes d'oxygène
par une liaison covalente et les autres avec les atomes d'hydrogène. Donc, puisque l'atome d'oxygène effectue deux liaisons covalentes. Donc, voilà la représentation de Lewis de la molécule H2O2. On passe à la deuxième, pH4+. Donc, Z égale à 15. 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P2. Donc, il y a un manque d'électrons ici. Et l'atome central Cp est lié à 4 atomes d'hydrogène. Donc, je mets au centre P. Le nombre d'électrons de valence c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et 4 atomes d'hydrogène. Chaque atome est entouré d'un seul point. Un atome de valence. Ou bien un électron de valence. 1, 2, 3 et 4. Donc, puisqu'il y a un manque d'un électron ici, je élevé un électron de l'atome de phosphore. Donc, il reste finalement, pour les électrons de valence pour l'atome de phosphore, il reste seulement 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, je l'ai donc 3 ou bien 5. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a un manque d'un électron ici. 1s2, 2s2, 2p, 6. Donc, c'est 10. Oui, il y a un manque, c'est 3 ici. Donc, 3 ici. C'est 3. Donc, voilà. Donc, on a dit que l'atome de phosphore possède... Donc, il y a un manque d'un électron. Donc, voilà, moins 1. Il reste seulement 2. Donc, finalement, 3s2, 3p2. Donc, on a 4 électrons. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et chaque atome lié à 4. Chaque atome, l'atome de phosphore lié à 4 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3. Donc, je fais des liaisons comme ça. Voilà la représentation finale de pH4. On passe à l'atome N2H5. Donc, l'atome central, c'est N. Donc, N, puisque N effectue 3 liaisons. Donc, N, il va lier avec N, le deuxième nitrogène, ou bien azote. Donc, 1s2, 2s2, 2p3, c'est la représentation, bien la configuration électronique. Donc, N, les électrons de valence, c'est 5. Chaque atome d'azote entouré de 5 électrons de valence. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose pour le deuxième azote. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a un manque d'un électron ici. Donc, j'ai élevé un électron. Voilà, soit je supprime un électron d'hydrogène ou bien d'azote. C'est la même chose. Donc, voilà, je lis les deux. Comme ça. Et si je lis H avec N avec H, N avec H, donc il reste combien d'atomes d'électrons pour l'azote? 1, 2, 3, il reste 2. Donc voilà, je supprime un électron. Au lieu de, à la place de cet électron, je mets un plus. Et je lie l'électron de l'hydrogène avec l'électron de l'azote. Et voilà la représentation finale. Deuxième question, déterminer la géométrie des molécules suivantes. Quelle est la géométrie? Donc, on va appliquer GLSP SCl2, NO2-, CO3-. Donc, on va commencer par les étapes à suivre. Donc, les étapes à suivre pour déterminer la géométrie de la molécule SCl2.
Donc préciser l'atome central. Donc l'atome central c'est S. Déterminer le nombre d'atomes entourés de l'atome central. Donc voilà, il est 2. Déterminer le nombre des doublés libres de l'atome central. Donc pour déterminer le nombre de doublés libres, il faut faire la représentation de Lewis. Donc voilà. 1s2, 2s2, 2p6, donc z égale à 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Donc le nombre d'électrons de valence c'est 6. Voilà, donc 8 moins 6, c'est 2. Donc l'atome de soufre possède deux liaisons, ou bien effectue deux liaisons. Donc possède deux liaisons liantes et deux liaisons non liantes. Voilà. Donc on peut déduire maintenant que le nombre de doublés libres d'atomes central c'est 2. Donc la forme, quelle est la forme de la molécule selon Gillespie? Donc on va déterminer la forme selon Gillespie. CaX2O2. Deux atomes de Cl et deux doublés libres. Donc AX2O2. Et finalement, on peut déduire la forme géométrique de AX2. C'est une forme codée. C'est une forme codée. Donc on passe à la deuxième exemple, c'est CO3-2-. Donc l'atome central c'est C. La représentation de lui c'est AS2, 2S2, 2P2. Donc 4 électrons. L'atome C entouré de 3 atomes d'oxygène. Et pas de doublé libre. Donc pas de doublé libre. Et donc la forme générale c'est AX3. Donc la géométrie c'est triangulaire. Dernier exemple, NO2-. Donc l'atome central c'est l'azote. Donc possède une seule doublé libre et entouré de deux atomes d'oxygène. Donc la forme générale c'est AX2O. Donc on peut déterminer la forme géométrique selon Gillespie, c'est codé. Donc on passe à la troisième exercice. Donc troisième exercice consiste à tracer le diagramme énergétique de la molécule N2. Donc la molécule d'azote, elle est constituée de deux atomes d'azote. Donc elle est constituée premièrement à gauche et la deuxième atome à droite. Donc à droite et à gauche. La représentation de Lewis, ou bien la configuration électronique de l'azote, c'est AS2Z égale à 7, AS2, 2S2, 2P3. Donc le nombre d'électrons de valence c'est 5. Donc je remplis les couches par ces nombres des électrons. Donc premier niveau, je place 2 électrons. Donc deuxième niveau du 2P, premier électron, je passe à l'orbite PY. Donc PX, un électron, PY, un électron en bas, en haut. Et PZ, un électron. Donc total c'est 1, 2, 3, 4, 5. Même chose pour le deuxième atome. Donc mêmes électrons, 5 au total. Donc le cas particulier ici, c'est que les deux niveaux, donc bien la différence d'énergie delta E égale à 11 électrovolts. Donc puisqu'il est très important, il y a un recouvrement entre 2S et 2P. Lorsqu'il y a un recouvrement, donc l'énergie de sigma Z il est supérieure à l'énergie de Px, Py. Donc c'est le cas particulier. Ici, lorsqu'il y a un recouvrement entre 2P et 2S, on met l'énergie sigma S, il est là. Donc voilà, lorsque je mets des sigma, ou bien les niveaux des énergies des orbitales moléculaires, donc sigma S étoile, voilà SC. Donc à ce niveau-là, je renverse sigma S et Px, Py. Donc sigma Z, il est supérieur à Px,
PY. C'est l'inverse de le cas précédent qu'on a déjà vu dans le cours. Donc, je continue, PX étoile et PY étoile. Donc, je relie les différents niveaux, comme ça. Et il y a un recouvrement, puisqu'il y a un recouvrement entre 2P et 2PZ. Je passe ici. Donc, voilà. Et je remplis par le nombre des électrons. Donc, total, c'est 5 plus 5, c'est 5 plus 5, c'est 10. Donc, je remplis le premier niveau avec 2 électrons. Deuxième niveau sigma S étoile avec 2 électrons. Troisième niveau, voilà, je remplis d'abord PX, PY, et je reviens à PX, PY. Donc, le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 2 électrons. Donc, je remplis sigma S. Sigma Z. Donc, la configuration électronique, donc on a ici sigma Z, il est supérieur à Px, Py, donc le niveau d'énergie. Donc, la configuration électronique, donc sigma S, 2 électrons, sigma S étoile, 2 électrons, virgule Px2, Py2, chaque couche contient 2 électrons, et finalement sigma Z, 2 électrons. Donc, on va calculer le nombre d'indices de liaison de l'atome N2. Donc, c'est le nombre de liaisons, ou bien le nombre des électrons de couches liantes. Donc, sigma Z, Px, Py, total 1, 2, 3, 4, 5, 6, et sigma Z, 7, 8. Donc, 8 électrons de la couche liante, anti-liante. Donc, on a seulement sigma S étoile et Px étoile, Py étoile. Donc, total. Donc, on a seulement sigma S étoile. Donc, les deux n'est pas rempli. Donc, on a 2 électrons. Donc, 8 moins 2 sur 2 est égal à 3. Donc, voilà le nombre de liaisons de l'atome de N2, c'est 3. Donc, voilà, on passe à l'électricité. Donc, l'exercice de l'application, le théorème de Gauss. Donc, l'exercice est le suivant. On considère un cylindre de rayon R de longueur infinie, chargé uniformément en surface par une densité surfacique de charge sigma positive. À l'aide du théorème de Gauss, on désire déterminer le champ électrostatique E en tout point M de l'espace, créé par cette distribution. M est un point situé à la distance r de l'axe Z du cylindre et repéré par ses coordonnées cylindriques r, θ, z. Donc, on va calculer le champ électrostatique. Donc, le but, c'est de calculer le champ électrostatique en tout point de l'espace de cylindre. Donc, on va répondre à plusieurs questions. Donc, la première question, par des considérations de symétrie et d'invariance, déterminer la direction de EM et les variables dont ils dépendent. Donc, avant l'application des invariantes et de la symétrie, le champ, l'expression de champ, elles dépendent. Donc, elle possède d'abord une composante suivant UR. Si on utilise les coordonnées cylindriques, donc une composante suivant ER, une composante suivant θ et une composante suivant EZ, avant l'application de la symétrie. Et elles dépendent aussi, elles dépendent, donc l'expression de E, elle dépend de R et de θ et de Z. Lorsque j'applique la symétrie, il va me simplifier l'expression. Donc la symétrie est très importante. Donc voilà, on va commencer par la symétrie. Donc le plan, ou bien le cylindre possède deux plans de symétrie. Donc vertical, donc passe par M et l'axe Z. Donc voilà, il est comme ça, passant par ce point. Il coupe le cylindre en deux, horizontalement, ou bien verticalement. C'est verticalement. Voilà le premier, on l'appelle P. Le deuxième,
il est comme ça. Donc il est horizontal. Donc il va couper le cylindre en deux. Donc P'. L'intersection des deux. Donc l'intersection des deux, c'est l'axe suivant ER. Donc on déduit alors la champ E est porté par l'intersection de ces deux plans. L'intersection de ces deux plans, c'est un axe. C'est un axe. C'est un axe, c'est-à-dire l'axe de direction ER. Donc il est suivi ER, comme ça. Donc finalement, EM, ou bien E, il est suivi ER. Donc E, la norme fois UR. Donc on peut d'abord simplifier la composante suivante en θ et la composante suivante en Z. Avant l'invariante E, l'expression de E, elle dépend de R, elle dépend de θ, elle dépend de Z. La distribution I invariante suivant en Z ne change pas. On trouve la même chose. Donc il est invariante. Donc on peut simplifier l'axe Z. Même par rotation. Donc par rotation, l'invariante ne change pas. Lorsque je fais une rotation, le cylindre ne change pas. Donc ici, je simplifie θ. Donc finalement, E ne dépend que de R. Donc par translation, selon l'axe Z, Z', donc E égale à Rθ, je simplifie, je supprime Z. Et par rotation, je supprime θ et finalement, je déduire que le champ électrostatique au point M, il dépend de R et suivi ER. Donc il est radial. On dit qu'il est radial. Radial. Donc radial. Voilà. Deuxième A, définir précisément la surface de Gauss que vous utilisez. Donc, choix de la surface de Gauss. Puisque le système admet une symétrie cylindrique, donc la surface convenable, c'est un cylindre de rayon petit r et de hauteur h. Donc le champ, il est radial suivant est constante sur un cylindre. Donc il est radial et constante, uniforme sur le cylindre. Donc on va calculer le champ électrostatique en tout point M de l'espace. Donc on a deux cas, lorsque R inférieur à R, donc R du cylindre, et lorsque R supérieur à R, donc R de Gauss, de la surface de Gauss inférieure de notre cylindre des exercices. Donc pour appliquer la théorème de Gauss, on va rappeler d'abord la théorème de Gauss. Donc le flux, voilà, le flux sortant d'une surface fermée, on l'appelle contour de Gauss, est égal à la charge intérieure sur ε0. Donc voilà, lorsque je traçais la surface de Gauss, donc on a choisi un cylindre, le flux sortant de cette surface est égal à la charge totale, la charge à l'intérieur. Je n'intéresse pas à l'extérieur. Je détermine seulement la charge à l'intérieur de notre contour de Gauss. On la divise par ε0. Donc le flux égal à Q intérieur sur ε0. Donc on va appliquer la règle. Donc le champ en tout point de M de l'espace, la théorème de Gauss. Donc la théorème de Gauss, donc on a trois surfaces, donc comme ça. Donc on a trois surfaces, le surface en haut de la première base, D2S1, et l'autre c'est D2S2, et on a le troisième c'est D2S latéral. D2S latéral. Pour le champ, donc pour le champ
Le champ, il est radial. Ça veut dire il est suivant ER. Voilà le champ. Nous observons que E, il est perpendiculaire à D2S1 et D2S2. Donc le produit scalaire. Donc finalement, je écris le flux égal à E D2S1 plus E D2S2 plus E D2S latéral. Donc puisque le champ est perpendiculaire, la direction du champ est perpendiculaire à la direction de D2S1 et D2S2, donc le produit scalaire est nul. Donc les deux sont nuls. Il reste seulement E fois D2S latéral. Donc finalement, phi est égal à E D2S latéral. Donc E suivant dans la même direction, D2S latéral. Donc E fois D2S cosinus de l'angle P, ou bien l'angle 0, c'est 1. Donc E fois D2S, le champ uniformément sur la cylindre. Donc le champ, on a dit que le champ, il est uniforme sur la surface de Gauss. Je peux sortir E de l'intégrale. Donc E, il reste l'intégrale du D2SL, c'est SL. Ça veut dire c'est la surface de Gauss. Donc la surface d'une cylindre, c'est 2P fois RH. Donc premier cas, on va étudier le premier cas, c'est R est inférieur à R. Donc premier cas, si R est inférieur à R, donc pas de charge à l'intérieur du surface, donc parce que donc on a notre surface à étudier, ou bien voilà notre surface, voilà de rayon R. La charge, elle est répartie sur la surface de cylindre. Donc lorsque R est inférieur à R, ça veut dire la surface de Gauss se trouve à l'intérieur de notre surface étudiée. Donc il n'y a pas de charge à l'intérieur. Il est vide. Ici à l'intérieur, il n'y a pas de charge. Donc pas de charge à l'intérieur de surface de Gauss. Donc Q intérieur égale à 0. Puisque Q intérieur égale à 0, donc le champ égale à 0. Voilà. Deuxième cas, si R est supérieur à R, donc Q intérieur c'est quoi? Donc on va étudier. Donc voilà notre surface étudiée de rayon R. C'est un cylindre. Et voilà la surface de Gauss. Ça veut dire R supérieur à R. Donc voilà la petite R. Donc les charges intérieures, c'est quoi? Donc il existe des charges à l'intérieur. Il existe sur la surface de... Donc c'est sigma. Donc les charges intérieures, c'est l'intégrale sigma d2s, d2s. Parce que sigma, la charge surfacique, est égale à d de q sur d de s. Donc d de q est égal à sigma fois d de s. Je fais l'intégrale. Donc q intérieur, c'est l'intégrale sigma d de s. Donc sigma, il est constante. Et d de s, c'est de la charge intérieure. Ça veut dire 2p RH. Ça veut dire la surface de cette cylindre. 2p RH. Donc les charges intérieures, ou bien le flux, dans ce cas, égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc sigma 2PRH sur epsilon 0. Donc je remplace E. Donc phi E 2PRH égale à phi qu'on a trouvé lorsque R est supérieur à R. Je simplifie par les deux et par H. Et finalement, je trouve que EM égale à sigma R sur epsilon 0 R fois ER. On va déduire le question. On déduire le potentiel Vm pour tous les points M de l'espace. Donc on va déduire le potentiel.
Donc on va appliquer, donc on prend comme origine du potentiel V égale à V0 en R égale à 0. Donc voilà la condition limite. Lorsque au point, ou bien au centre, c'est R égale à R0, le volume ou bien le potentiel égal à V0. Donc on va faire un petit rappel de potentiel. Il y a une relation entre le champ et le potentiel. E est égal à moins grade V. Donc l'application, on a utilisé les coordonnées cylindriques. Donc le gradient, le coordonnée cylindrique est égal à d de V sur d de R UR. 1 sur R d de V d de θ en θ, d de V sur d de Z EZ. Donc puisque le champ ne dépend pas de ER, Oθ et EZ, je peux simplifier par ces deux-là et je s'intéresse seulement à d de V sur d de R. Donc E est égal à moins d de V égale moins d de V sur d de R. Donc d de V égale à quoi? D de V, ou bien, oui, d de V égale à quoi? E fois, donc moins E fois d de V. Donc on va appliquer d de R, pardon, non, d de R. Donc on va appliquer cette relation pour déduire le potentiel entre points. Donc la potentielle entre points de M de l'espace, puisque ne dépend que de R, voilà, on va appliquer cette relation-là en coordonnées cylindriques. Donc d de V égale à moins E d de R. Donc on a deux cas lorsque le potentiel est supérieur à R, inférieur à R, et le deuxième cas lorsque R est inférieur à R, deuxième cas lorsque R supérieur à R. Donc lorsque R est inférieur à R, le champ égale à 0. Donc le champ égale à 0, ce qui implique que d de V égale à 0. Car E est égal à moins d de V sur d de R. Donc d de V, on a dit que d de V égale à moins E d de R. Donc puisque E égale à 0, ça veut dire d de V égale à 0. Donc d de V égale à 0, ça veut dire V égale à constante. Donc V égale à la constante puisque à R égale à 0, à R inférieur à R, ça veut dire lorsque R égale à 0, le potentiel R égale à 0, le potentiel égale V0 selon l'énoncé, ou bien les conditions limites. Donc on peut déduire, lorsque R inférieur à R, le potentiel égale à V0. Deuxième cas, si R est supérieur à R, donc on a calculé le champ électrostatique. Donc on va faire la relation précédente, donc d de V égale à moins, voilà, d de V égale à moins E, donc E moins sigma R sur epsilon 0 d de R, je l'intègre ici. Donc j'obtiens Vm moins sigma R sur epsilon 0. La primitive de 1 sur R, c'est ligne de R, plus constante. Toujours lorsque j'ai fait intégrale, j'ajoute une constante. Donc pour déterminer la constante, on utilise la continuité de potentiel. La continuité, ça veut dire au point R. R égale à R. Donc en deux côtés, la continuité, une fonction continue. Voilà. La fonction est continue lorsque la limite à gauche et la limite à droite sont égaux. Donc la même chose, le volume lorsque R inférieur à R égale le volume ou bien le potentiel lorsque R supérieur à R. Donc lorsque R égale à R, on a V0 et lorsque R supérieur à R, je remplace donc moins sigma R sur epsilon 0 ligne de R plus la constante. Finalement, la constante égale à V0 plus sigma R epsilon 0 ligne de R. Je remplace dans notre relation
précédente, j'obtiens Vm égale, donc sigma R, epsilon 0, sigma R, epsilon 0, ln de R, moins sigma R, epsilon 0, ln de R plus V0. Donc je remplace cette constante-là. Voilà leur expression. Ici. Donc je factorise par sigma R. Donc sigma R, epsilon 0, ln de R moins ln de R. Ça veut dire égal à ln de R sur R. R sur petit r. Plus V0. Donc on va faire tracer les courbes de variation en fonction de R. Donc la nombre, on va tracer E en fonction de R et le potentiel en fonction de R. Donc on va commencer par ER. Donc on a si R inférieur à R, le champ est nul et le potentiel égal à V0. Si R égale à R, on a OM sigma sur epsilon 0 et VM égale à V0. Si R inférieur, R bien supérieur, Vm égale sigma epsilon 0 ln de R sur R plus V0 U de M, ou bien le champ électrostatique égale à sigma R sur epsilon 0. Donc on va tracer le champ électrostatique en fonction de R. Donc lorsque R inférieur à R, donc ici le potentiel est nul. Donc voilà, il est nul. Lorsque R égale à R, le potentiel est égal à sigma. Voilà, je pose ici un point. Donc sigma sur epsilon 0. Et lorsque R supérieur à R, voilà l'expression. Donc limite de R plus l'infini. Lorsque R tend vers plus l'infini, le champ tend vers 0. Donc voilà, admis ce forme-là étant vers 0. Donc le champ électrostatique n'est pas continu en R égale à R. On passe à la deuxième. Donc lorsque R inférieur à R, le champ égal à V0, voilà V0, il reste constante jusqu'à R égale à R. Donc lorsque R égale à R, on a toujours V0, mais lorsque R égale supérieur à R, on a sigma sur epsilon 0, ln de R sur R. Donc R tend vers plus l'infini. Lorsque R tend vers plus l'infini, donc on a 0 ici. 0. Donc lorsque ln de n de x, ln de x par exemple, x tend vers plus l'infini, ou bien 0, pardon, donc 0, ln de x tend vers moins l'infini. Donc la même chose ici, v de m va tendre vers moins l'infini, donc il va vers moins l'infini. Donc voilà, très bien. Il reste seulement la dernière question, quelles sont les lignes de champ et les surfaces équipotentielles pour cette distribution. Donc pour les lignes de champ, donc, on a dit que la direction de E, il est radial. Donc il est radial comme ça. Voilà. Donc on peut déduire que les lignes de champ sont des droites sortant de notre surface. Donc parce que sigma est positif, donc sont des droites sortant de notre surface comme ça. Donc la direction il est sortant. Voilà. Donc les lignes de champ sont des droites sortant de la surface. Pour les surfaces équipotentielles, donc on a dit que à l'extérieur le champ il est constante. Donc par exemple à ce point là,
parce que le champ ou bien le potentiel dépend justement, d'après l'expression, il dépend justement de R. Lorsque R supérieur à R, le potentiel est constante. Donc les surfaces équipotentielles, ce sont des cylindres. Donc ce sont des cylindres. Voilà. Par exemple, à ce point-là, à cette position, on a V et C. Ils ont la même valeur. Même en bas de la cylindre. Parce que, par exemple, voilà, je trace. Donc voilà notre cylindre. Comme ça. Voilà. Lorsque je prends cette position, par exemple, la première position. Voilà, il est là. Donc voilà, première. Donc ces points-là, par exemple A, B, C, D, ils ont la même position. Donc ils ont la même potentiel. Car ils s'éloignent de la même distance de centre de cylindre. Donc toutes les points se trouvent à la même distance, comme ça et comme ça, ils ont la même potentiel. C'est pour cela on peut définir un cylindre comme ça. Donc tous ces points là, ils ont la même potentiel. Donc les surfaces équipotentielles sont des cylindres qui se trouvent de la même distance, ou bien sont des cylindres qui se trouvent, oui, de la même distance. Voilà. Si je considère par exemple un autre point, par exemple celui-là, je définis un équipotentiel cylindrique. Voilà, comme ça. Donc finalement, on peut déduire que les lignes de champ sont des droites parce qu'elle est suivie ER, et les surfaces équipotentielles sont des cylindres. Donc voilà, je termine. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter et à très bientôt.